Bonjour à tous, bienvenue sur cette plateforme e-campus de l'Université de Liège à cette première séance d'e-learning dans le cadre des masters cliniques Parochu. Donc notre objectif avec ces séances d'e-learning, c'est que vous intégriez certains principes de base de la chirurgie bucco-dentaire et de la chirurgie mucogingivale avant de démarrer les masterclass en force. Donc vous allez être régulièrement sollicité avec des petites capsules vidéo comme celle-ci, au cours desquelles on va évoquer une thématique, qu'elle soit théorique ou clinique, et à l'issue de laquelle vous serez soumis à un quiz auquel vous allez gagner des points. Ça va être un petit peu comme un jeu, parce que ces points vont vous permettre après d'acquérir des médailles, et l'on espère que vous viendrez déjà avec une médaille d'or de préférence à notre premier master clinique fin janvier. D'autre part, nous avons ouvert un forum de discussion sur lequel nous allons régulièrement poster des cas, des sujets de polémique, et on vous invite d'être actifs sur ce forum de discussion. Nous vous assurons d'être présents au moins une fois par semaine sur ce forum. Donc, je vous souhaite un très bel apprentissage, un apprentissage qui soit interactif, qui soit dynamique et surtout efficace. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous quelques principes de base concernant la sélection, le choix du patient, mais aussi sa préparation. Alors, je ne vais pas aborder en détail les indications et les contre-indications absolues et relatives de la chirurgie bucco-dentaire, mais il est évident qu'il s'agira de faire une excellente anamnèse de votre patient afin d'écarter toute contre-indication absolue. Alors dans les grandes lignes, généralement on les reclasse en trois groupes. Tout ce qui est lié aux pathologies cardiovasculaires et risques hémorragiques, par exemple un patient qui aura eu un infarctus récent, il ne pourra pas adapter sa médication anticoagulante et il faudra attendre avant de faire un acte chirurgical chez lui. Un autre groupe, c'est tout ce qui est lié aux déficiences immunitaires. Ça va de soi qu'un patient qui sera en pleine chimiothérapie sera immunodéprimé et il s'agira également de différer sa chirurgie. Donc le troisième groupe, ce sera tout ce qui est déficience liée au métabolisme osseux. Donc par exemple les patients qui auront un risque d'ostéonécrose, les patients qui auront subi une radiothérapie, il sera absolument contre-indiqué de faire de la chirurgie bucco-dentaire, de la chirurgie où on va exposer l'os chez eux. Et donc ça malheureusement, ça ne s'améliorera pas avec le temps. C'est aussi le cas des patients qui auront pris des biphosphonates ou des antirésorptifs à forte dose, le plus souvent dans le cadre de cancers, dans des pathologies oncologiques. Donc chez ces patients, il faudra être extrêmement vigilant. La chirurgie est contre-indiquée. Ok, nous avons aussi des contre-indications relatives comme le diabète non contrôlé, la prise de corticoïdes ou d'immunosuppresseurs, la prise d'anticoagulants. Donc là, évidemment, il s'agira de discuter avec le médecin, avec le cardiologue, afin d'adapter éventuellement la médication et surtout de prendre des précautions préventives préventives ou de couverture antibiotique. Mais le dernier point, c'est le tabac, et je voudrais aborder ce point un peu plus en détail parce qu'il a beaucoup d'importance dans le cadre de la chirurgie mucogingivale. Alors les fumeurs, on les classifie souvent de manière un petit peu arbitraire en non-fumeurs, fumeurs de plus de 10 cigarettes par jour et fumeurs de moins de 10 cigarettes par jour. Alors, c'est un peu arbitraire parce que forcément, un fumeur de 10 cigarettes, il va pouvoir fumer ces 10 cigarettes de manière relativement passive et donc intégrer des doses de nicotine moindres. Et par contre, un fumeur ultra dépendant, lui, va tirer très très fort sur sa cigarette et intégrer beaucoup plus de nicotine. Donc ça, c'est au praticien d'un petit peu évaluer le degré de dépendance des patients. Mais on ne va pas définir les indications et les contre-indications à la chirurgie mucogingivale vraiment sur ces points spécifiques, en tout cas pas uniquement, mais aussi sur le type de chirurgie que l'on va réaliser. Donc, avec le tabac, on aura une double toxicité locale de la nicotine, mais aussi une toxicité systémique. Et cette toxicité va essentiellement entraîner une vasoconstriction des capillaires et donc clairement limiter le potentiel de cicatrisation et de revascularisation des tissus. Il y a aussi un tas d'autres composés dans le tabac tels que le goudron et 600 autres qui vont eux avoir un effet sur l'homéostasie des cellules et également compromettre l'environnement tissulaire chirurgical. Alors
si on aborde la thématique du tabac, il faut aussi évaluer le type de chirurgie. Ce ne sera pas du tout la même chose dans le cas de chirurgie par soustraction, où on va faire une gingivectomie ou une ostéoplastie, en comparaison avec une chirurgie par addition, où là, on a besoin d'un potentiel de cicatrisation qui est bien meilleur parce qu'il va falloir une revascularisation ou du tissu conjonctif dans le cas de greffe conjonctive ou de la chambre de régénération dans le cas de greffe ou de régénération osseuse. Donc dans le cas de figure de ces chirurgies par addition, le tabac sera exclu. Tandis que dans les chirurgies par soustraction, on pourra tolérer un petit peu de tabac. Maintenant, c'est clair que nous, en tant que professionnels de la santé, je pense que c'est notre rôle de toute façon d'encourager notre patient à quitter le tabac, à arrêter de fumer. On doit l'orienter vers un tabacologue ou vers une aide, le médecin traitant ou que sais-je. Mais dans le cas de certaines chirurgies, il faudra vraiment exiger qu'il arrête. Alors, ce qui est important également de savoir, c'est que l'arrêt du tabac, il y a une réversibilité qui est assez rapide quant à la vasoconstriction de la vascularisation terminale. À partir de 7 jours, on voit déjà des effets positifs de cet arrêt du tabac. Et je crois que si on exige de notre patient d'arrêter au moins 15 jours avant la chirurgie, on sera dans de bien meilleures conditions. Alors après la chirurgie, l'idéal ce serait qu'il ne recommence pas à fumer, mais si on est dans un cas où c'est impossible, il faudra exiger de son patient d'arrêter de fumer le temps de la cicatrisation complète des tissus mous dans le cadre d'une chirurgie de tissus mous, donc 2 à 3 semaines après la chirurgie. Et puis dans le cas d'une chirurgie osseuse, là ce sera beaucoup plus long parce qu'une régénération osseuse peut prendre 4 à 6 mois. Bon, il est important également de signaler que le patient fumeur, étant donné qu'il a une vascularisation atrophiée, va avoir un système de défense altéré. Et donc en présence de bactéries comme ici, on est dans une bouche avec une charge bactérienne énorme, il va y avoir tous ces facteurs de l'inflammation, ils sont bien là, mais ils ne sont pas visibles. Donc on est sur un terrain un petit peu caché, masqué de l'inflammation parodontale. Je prends cette photo pour rebondir justement sur cette inflammation parodontale parce que c'est le deuxième sujet que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui. C'est, je vais dire, des contre-indications plutôt locales à la chirurgie bucco-dentaire. Il est évident que nous devons faire des chirurgies sur un parodonte sain, un tissu en bonne santé. Et donc, il faut être conscient que sur une gencive enflammée, on est dans un champ de bataille. Alors ici, c'est des images de biologie moléculaire qui montrent un petit peu ce champ de bataille avec énormément de bactéries qui pénètrent dans les tissus. Quand on fait une chirurgie sur un terrain enflammé, on a une tonne de bactéries qui passent dans la circulation sanguine et qui peut engendrer d'autres problèmes, mais aussi au niveau local, des protéases, des facteurs de l'inflammation comme les interleukines qui vont, elles, avoir un impact négatif sur la cicatrisation. Donc il s'agira d'éliminer cette inflammation avant d'intervenir. Donc par exemple, un patient qui aura de la gingivite ou encore pire de la parodontite devra être préalablement traité par un détartrage, par un surfaçage. Le patient parodontal devra être absolument stabilisé. Une autre raison pour laquelle nous voulons intervenir sur un parodonte sain, c'est que ce parodonte enflammé a perdu quasi 75% de sa teneur en collagène. Effectivement, toutes les protéases locales détruisent le collagène. On a un afflux de vaisseaux sanguins qui apportent toutes les cellules de défense. Et donc, ce sont des tissus fragiles sur lesquels nous ne pourrons pas proprement travailler. Donc, effectivement, il est vivement recommandé, il est même obligatoire de faire ce genre de chirurgie mucogingivale sur un parodonte extrêmement fin, chez des patients qui ne fument pas, chez des patients qui auront arrêté de fumer.
Et même dans le cas de patients qui sont sur un terrain de parodontite, et même avec des dents perdues, comme ici, ces dents-ci, nous n'allons pas les garder. Mais vous voyez qu'en amont de la chirurgie, le parodonte est extrêmement sain. C'est la même chose, par exemple, pour une dent sur laquelle on a une fracture verticale. Quand on a une fracture verticale, la dent est perdue, c'est une autoroute à bactéries et on a souvent une inflammation associée. Donc je recommande ici de voir son patient une semaine avant la chirurgie ou voire quelques jours avant la chirurgie et de faire un petit traitement de désinfection locale avec des ultrasons, avec l'injection d'antiseptiques, voire d'antibiotiques local, afin de pouvoir travailler quelques jours après sur un parodonte qui sera en bon état, exempt d'inflammation. Donc c'est sur cette image que je souhaiterais clôturer cette première capsule d'e-learning par Rochu. Et au nom de toute notre équipe, je vous dis à très bientôt.